Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous accueille aujourd'hui sur le stand du Conseil national de l'Ordre des architectes pour une table ronde autour de la nature en ville. Alors moi, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis Laurence Berthaud. Je suis présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. J'interviens à la demande du Conseil national et je les en remercie parce que depuis septembre, on a un collectif régional qui travaillent tous ensemble sur des actions qu'on a appelées actions territoriales. Et le but de ce Salon des maires, c'était de vous restituer nos actions territoriales. Donc en Île-de-France, nous, on a travaillé et on continue à travailler sur la reconstruction des friches en ville, sur l'architecture face aux risques naturels et la complémentarité entre les services d'urbanisme et les architectes. L'idée, c'est l'architecture est d'intérêt public et l'architecture comme solution. Donc moi, je suis assez heureuse aujourd'hui d'intervenir sur la nature en ville, qui est un autre sujet. Par conséquent, j'ai travaillé aussi avec mon conseil. Je vais juste rappeler très rapidement les fondements. Le plan Restaurer la nature en ville constitue l'une des actions phares de la stratégie nationale biodiversité 2030. C'est pour ça aussi qu'on est là. Et l'importance de la biodiversité en milieu urbain. Donc maintenant, les architectes travaillent sur cette problématique pour favoriser l'habitabilité des villes, pour l'ensemble des êtres vivants. On ne travaille pas que sur l'humain, on travaille aussi sur l'animal, le végétal, donc l'ensemble du vivant, pour faire de la nature maintenant une composante essentielle de l'imaginaire urbain et un élément constitutif de l'identité des territoires comme support et comme lien. Alors aujourd'hui, comment faire pour renforcer l'intégration de la nature en ville? On a autour de nous 3 invités. Je vais les présenter, comme ça je leur libère du temps de parole. Un élu, Monsieur Jean-Claude Marquez, adjoint au maire de Boulogne-Billancourt. Merci d'être présent. Une architecte, Pascal Dalix. Et puis, dans le contexte de la nature en ville, bien évidemment, on a invité la LPO avec Maëva Felten, qui est responsable du programme Nature en ville au niveau national. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par des questions plus générales. Monsieur Marquez, on connaît l'engagement de la ville de Boulogne-Billancourt. Alors moi, en Île-de-France, je la connais et je pense qu'on se retrouvera prochainement, notamment au travers de la maison Planète à Boulogne, qui est assez intéressante et qui travaille beaucoup sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, je vous donne la parole. Que représente pour vous la nature en ville, les bénéfices et les contraintes? Merci madame, bonjour à tous. C'est un enjeu important pour une ville de 120 000 habitants, extrêmement dense. C'est une ville donc avec beaucoup d'habitants mais sur un territoire extrêmement réduit. Et donc c'est un enjeu de tous les jours de pouvoir avoir un maximum de végétalisation, d'espace vert pour le bien-être de nos concitoyens et bien sûr de notre planète. On a un quartier emblématique sur la ville qui est le plus récent des quartiers, qui s'appelle le quartier du Trapèze. Pour ceux qui connaissent moins Boulogne, c'est en face de l'île Seguin, là où il y a la scène musicale, et ça part du pont de Sèvres. Donc c'est un nouveau quartier qui a fait venir 20 000 nouveaux Boulonnais en 10 ans, donc c'est un nombre extrêmement important. Et ce quartier, monsieur le maire l'a voulu particulièrement vert, et donc il a obtenu le label Éco-Quartier. Et récemment, 10 ans après, donc le label Éco-Quartier Vécu. Et c'est, pour vous donner quelques exemples, un quartier où 50% de la surface est composée d'espaces végétalisés au travers d'un grand parc de 7 hectares et de nombreuses noues dans des îlots d'habitation que vous voyez là. Et c'est aussi, et c'est très emblématique et très important pour nous, un quartier où le traitement de la végétalisation est fait sans produits phytosanitaires. Voilà, c'est donc avec des herbes folles, avec les contraintes d'avoir une végétalisation qui n'est pas traitée, mais qui est très appréciée des habitants, puisque c'est une herbe folle qui fait du bien à l'espace public. Merci. Alors je vais donner la parole après l'élu, l'architecte, puisque notre devise, c'est un architecte, un élu à l'ordre. Et donc, Madame Dalix, votre agence est fortement engagée dans la préservation du vivant. Moi, j'ai noté que vous dites assez souvent que l'architecture est avant tout une idée du sensible,
à l'humain, elle est liée à l'humain, à la nature, elle accompagne la société et participe à son évolution. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, comment l'architecture et l'urbanisme peuvent-elles répondre aux besoins de la biodiversité en ville ? Eh bien, je dirais que on travaille beaucoup. Alors c'est vrai que l'agence, depuis 15 ans qu'elle existe, est très engagée sur cette question-là, avec l'idée de travailler le vide aussi avec autant de soin que le plein. Et l'image que vous voyez derrière vous, c'est le réaménagement de la caserne Lourcine dans le 13e arrondissement en université de droit. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en ville, il y a énormément d'espaces qui sont existants et qui peuvent constituer des véritables mannes pour réinstaller, renaturer des espaces de nature, de biodiversité. Ici, on a une place d'Armes qui fait presque 1 hectare en pleine terre et qui était complètement étanchée et qu'on a désenrobé, désasphalté. Je dirais qu'on peut travailler aussi à différentes échelles, celle de l'architecture aussi. Et donc, comment est-ce qu'un bâtiment de logement, à un moment, peut créer du commun à travers l'installation sur les toits, sur les balcons, des espaces communs, d'espaces qui soient végétalisés. On est ici à Chevilly-la-Rue, donc on a tout un panel de serres et de toitures qui sont accessibles et qui créent un véritable espace commun pour l'ensemble des habitants de cette opération. Vous pouvez passer de manière... Je m'adapte au fur et à mesure du passage. Et enfin, l'école de Boulogne aussi, sur laquelle on a travaillé. Cette école existe maintenant depuis 10 ans. On la suit de très très près parce que les conditions sur le toit et sur le mur sont des conditions très abiotiques, donc très compliquées pour que la végétation, pour que la faune-flore s'installe. Et on peut voir ici, sur cette image qui a déjà 6-7 ans, les arbres aujourd'hui font le double de hauteur. On voit que l'école avait installé des poules. Enfin, il y a vraiment sur le toit, on est à 12 mètres du sol. Donc on a vraiment, vous pouvez passer une histoire qui se lie entre les enfants, la pédagogie, l'architecture et la nature, à travers aussi tout ce travail qu'on a fait de restauration des prairies et du petit bois que vous voyez sur cette image, où on est allé chercher des prairies donneuses qu'on a fauchées, avec lesquelles on a réensemencé la toiture. Donc on a là aujourd'hui un panel de diagnostic extrêmement satisfaisant suite à ces interventions. Et on a aussi le mur qui, je dirais, offre gîte et couvert à la faune-flore, sur lequel on a réfléchi à la question de l'eau. Comment est-ce qu'on travaille sur la vitesse de ruissellement? Comment est-ce que cette eau participe à la vie de ce mur, est stockée, canalisée et descend le plus lentement possible? Si vous passez la suivante, on a aussi 90 nichoirs dans ce mur qui se déroule sur les 4 façades, donc avec des hôtels à insectes. Et tout cela dans des blocs de béton préfabriqués que l'on a dessinés un par un. Il y en a 1250 avec une douzaine de familles différentes. Et tout cela nous a donné l'envie de continuer l'expérience avec un projet qui a reçu le prix L'Équerre d'Argent il y a 2 ans, le siège de la PHP qui est dans les hôpitaux, l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e arrondissement, avec tout un travail, je passe sur le bâtiment, mais tout un travail sur une paroi habitée en béton qui porte un jardin. Et donc on crée une continuité sol, mur, toiture, sachant que sur la toiture, on a un jardin avec 1 mètre de terre. Donc on a vraiment une continuité dans notre démarche et une obsession sur ces sujets-là. Merci. Donc ça me fait le lien avec Madame Felten de la LPO. Donc vous devez être contente de voir que les architectes travaillent sur l'intégration des oiseaux, les martinets qui reviennent en ville. Et donc comment encouragez-vous au niveau de la LPO les collectivités locales à encourager la biodiversité? Donc ça passe tout d'abord par la formation. Parce qu'en fait c'est difficile de faire quand on ne connaît pas. Alors il n'est pas question de devenir naturaliste, pas du tout. C'est simplement de savoir qu'on peut avoir des espèces qui sont à la fois dans les espaces végétalisés, mais aussi dans le bâti. Il y a des espèces qu'on appelle en fait espèces inféodéobâties, qu'on va retrouver dans les cavités, par exemple, de nos constructions ou bien sur nos façades. Et c'est aussi d'anticiper. Parce qu'en fait, c'est pour casser l'image de la contrainte. En fait, si on anticipe, si on prend en compte cette biodiversité dès les phases amont des projets, c'est là qu'on va pouvoir réfléchir à comment on va préserver,
comment on va mettre en place des mesures de réduction, de compensation, et que ça va vraiment fonctionner, qu'il va y avoir des résultats. C'est-à-dire qu'on va avoir ces aménagements qui vont être occupés ensuite par la faune. Et agir le plus en amont possible, c'est aussi au travers des documents d'urbanisme. Donc, dans les plans locaux d'urbanisme, il faut en fait intégrer des objectifs en lien avec la préservation de la biodiversité et le renforcement de la nature en ville. Et donc, ça peut être par exemple le fait de intégrer une carte des bâtiments qui concernent en fait, qui sont habités par des oiseaux par exemple ou des chauves-souris. Et on peut avec cela, apporter des réponses lorsque on a aussi les données de demande d'autorisation de travaux. On va pouvoir le croiser avec cette cartographie des bâtiments qui sont occupés par ces espèces-là et informer le porteur de projet du fait qu'ils vont devoir prendre en compte ces espèces. Merci. En plus, c'est des beaux exemples que vous nous avez apportés. Moi, je suis de plus en plus convaincue, en tant que présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, mais aussi en tant qu'architecte, que travailler avec des sociologues, des écologues, la LPO, toutes les sciences humaines ou physiques qui peuvent nous aider aussi à bâtir les villes de demain. Et vous en êtes un bel exemple aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, on va aller plus dans le détail. Monsieur Marquez, donc vous nous avez cité l'école de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet et peut-être les liens que vous avez créés avec l'architecte, le cabinet? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que le fait d'intégrer de la biodiversité en ville est pour vous compliqué? Cet objectif 2030, est-ce qu'il sera atteint? Voilà, je vous laisse. Merci. D'abord, évidemment, les relations avec le cabinet Chartier-Dalix s'est passé dans d'excellentes conditions. On a travaillé main dans la main depuis le début et ça continue, puisque, comme vous l'évoquiez, Madame l'architecte, il y a un suivi régulier sur le projet. Alors, il faut entendre que cette école de la biodiversité, elle s'est inscrite dans ce fameux quartier dont je vous parlais tout à l'heure, 20 000 habitants nouveaux en quelques années. Et donc, on a créé, notre maire, Pierre-Christophe Baguet, a créé 3 écoles dans ce quartier et il a voulu à chaque fois une thématique. Donc il y a eu une école bilingue, donc les cours se font en français et en anglais, une autre du numérique, donc comme son nom l'indique, spécialisée dans les métiers du digital, dans la formation et dans les cours autour du digital, et puis cette 3e école donc de la biodiversité qui rencontre un très grand succès. Il y a des cartes scolaires bien sûr, comme dans toutes les écoles. Il y a beaucoup de demandes de parents qui souhaiteraient que les enfants aillent dans cette école, parce que c'est un havre de paix assez rare. Je vous ai indiqué tout à l'heure que ce quartier était spécifique, et pour répondre à votre question sur les enjeux, c'est compliqué d'aménager des bâtiments, de l'espace public, de faire toujours plus place de la végétalisation, mais on le rencontre sur tous les modes de transport aujourd'hui. On doit aussi prévoir sur l'espace public des espaces pour les vélos, des espaces pour les bus, évidemment les piétons. Et tout ça est un combat permanent. Et à l'intérieur de ça, la végétalisation est une de nos priorités. Et ça se retrouve partout en ville. Par exemple, on a pris la décision de créer 3 grands îlots de fraîcheur sur 3 places principales de la ville. Et donc, bien entendu, là encore, ça permettra à la nature de revenir en cœur de ville à Boulogne. Et donc, la parole à l'architecte. En voyant le déroulé de vos slides et l'intégration des nichoirs dans les façades, je m'interroge aussi, on voit aussi la valeur d'usage. On a une nouvelle valeur d'usage effectivement pour la biodiversité et le vivant, mais il y a aussi une nouvelle valeur d'usage pour les enfants qui habitent cette école et qui investissent les toits. Donc est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, bien sûr. Eh bien, il y a 20 classes quand même et un gymnase homologué type C pour accueillir des compétitions régionales. Donc on a quand même un équipement de taille qui s'inscrit en dessous de cette toiture, de cette enveloppe. Et effectivement, il y a tout un programme pédagogique qui s'est mis en place depuis une dizaine d'années avec différents directeurs qui se sont succédés, mais qui permettent aux élèves de venir profiter, de venir observer, de travailler, de le faire ensemble, de retrouver aussi un apprentissage qui ne soit pas uniquement unilatéral, mais qui soit sur la pratique et sur l'expérience,
dans des espaces comme ceux que vous montrez là, et qui sont vraiment des espaces d'observation qui sont extrêmement intéressants. J'en parlais tout à l'heure, on a fait plusieurs campagnes de restauration du bois et des 2 prairies. Et c'est des expériences auxquelles on a pu associer les enfants, et ça c'est assez intéressant. Alors on leur a pas mis des faux dans les mains, on est arrivé directement avec la fleur de foin et on les a aidés, on leur a expliqué comment on venait régaler le foin sur une prairie, comment on installait des filets, etc. pour les oiseaux. Donc il y a vraiment toute une dimension pédagogique extrêmement forte, sur laquelle en plus... dont les enfants sont extrêmement friands, parce qu'on a souvent l'habitude de dire que tout ce qui concerne le vivant est infantilisant, mais c'est juste que c'est le point de départ un peu de chacun d'entre nous. Et donc pour nous, il nous semble que donner à une école les capacités de pouvoir renouer avec le vivant et apprendre des choses sur ces sujets-là, c'est peut-être le meilleur espoir qu'on puisse avoir par rapport aux enfants qui sont la génération de demain et qui vont devoir prendre soin de tout ce qu'on abîme encore aujourd'hui. C'est quand l'architecte devient médiateur. Et c'est aussi une dimension de notre discipline en rapport avec les élus qui pousse aussi à cette médiation. Et là, c'est un bel exemple d'amener la campagne en ville. Les enfants dans les campagnes peuvent aller dans les forêts, découvrir la biodiversité, le vivant. En ville, c'est plus compliqué. Et avec les exemples que vous nous montrez, on a ce magnifique exemple de retour de la forêt en ville qui est important. Donc, Madame Felten, est-ce que la LPO met en place des outils législatifs? Parce que bien évidemment, pour faire avancer tout ça, il faut la volonté des élus. Les architectes sont là pour les aider. Mais il faut aussi peut-être un panel législatif à mettre en place. Et est-ce que vous avez des outils pratiques législatifs à nous apporter? Alors, on a surtout des outils pratiques. Je voulais vous parler justement des espèces inféodées au bâti. Bon, j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Hop, si vous pouvez revenir, voilà, à la première diapo. Merci. Donc là, vous voyez, c'est un ensemble des espèces qu'on peut retrouver dans nos constructions. Donc on a à la fois des chauves-souris. Parfois, il y en a qui sont vraiment toutes petites, c'est-à-dire qu'elles font juste le pouce. Donc elles peuvent se faufiler vraiment partout. Donc on a également des oiseaux qui vont dans les cavités, comme le martinet noir en haut à gauche, ou alors qui vont construire leur nid sur les façades, comme c'est le cas pour l'hirondelle de fenêtre, par exemple. Je veux bien que vous passiez. Donc là, vous avez un dessin de tous les endroits où on peut retrouver ces espèces-là. Et vous voyez quand même, très souvent, on a des colocataires et on l'ignore. Notamment, on a un petit oiseau qui s'appelle le martinet noir, qui aime particulièrement se loger dans les coffres de volets. Et donc, si vous pouvez passer juste la diapo, s'il vous plaît, merci. La problématique, c'est ces espèces qui sont souvent des espèces protégées. Ce sont des espèces qui sont en déclin. Donc là, par exemple, vous avez des chiffres du stock, donc du suivi temporel des oiseaux communs, qui montrent bien que pour certaines espèces, comme le martinet noir, par exemple, l'abondance relative, elle est diminuée de 46%. Donc, c'est pas négligeable. Et en fait, ce qui entraîne ce déclin, ça peut être le manque de nourriture, ça peut être les pollutions, et ça peut être aussi la disparition de ces cavités et des bâtiments propices à l'accueil de ces espèces-là. Et en fait, c'est lié aux travaux de rénovation qui ne prennent pas en compte ces espèces. Donc pourquoi? Parce qu'on va avoir, par exemple, de l'isolation thermique par l'extérieur qui va être apposée et qui va venir obstruer en fait, les cavités de ces espèces protégées, alors qu'en fait, c'est un délit. Ce n'est pas possible. Mais il y a des solutions qui existent et on a souhaité réfléchir avec de nombreux acteurs pour cela. Donc, on a créé un groupe de travail auquel le CNOA a participé pour trouver justement des solutions qui permettent de concilier à la fois les impératifs techniques des bâtiments et des travaux de rénovation énergétique et de concilier cela avec les besoins des espèces inféodées au bâti. Donc, on a créé un guide technique qui est ici. Donc voilà, donc ça c'est un outil très pratico-pratique. Donc on a décidé de faire des fiches qui sont destinées en fait aux différents acteurs. Donc vous avez trouvé en fonction de votre rôle les différentes fiches qui vont vous intéresser. Et donc c'est un guide qui va permettre effectivement de préserver ces espèces du bâti. Bon, on l'espère. Donc on a un outil
Merci de ce travail. Et on va peut-être aussi pouvoir aller parler aux architectes des bâtiments de France sur les volets parisiens, parce qu'il y a un grand débat, puisque j'ai entendu que le volet, c'était un nichoir pour les martinets. Tout à fait. Donc c'est aussi une façon de remettre de la fraîcheur en ville. Donc on a double... Oui. Peut-être si on peut revenir simplement sur la diapositive juste avant. Non, juste après. Là, vous avez des exemples en fait d'intégration de cavités artificielles dans l'isolation thermique par l'extérieur. Donc pour éviter les problèmes de pont thermique, il y a un isolant qui est appliqué en fait à l'arrière du nichoir. Voilà, et donc ça c'est 2 exemples à Paris, la PHP Saint-Antoine et aussi donc notre site pilote d'Orly qui a été lauréat du prix de l'innovation au Salon des maires et qui ont été récompensés hier soir. Alors merci à tous, c'est le temps de la conclusion parce que M. Marquez doit faire le tour du salon sur d'autres tables. Donc une conclusion pour vous, M. Marquez. Donc, vous nous avez expliqué ce que vous avez tiré de cette expérience. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Eh bien, que cette école est à disposition de tous les élus pour être visitée parce que c'est une école très rare. C'est un beau projet et les conseils du cabinet d'architecture ont été extrêmement précieux et j'incite les élus qui sont là ou qui regarderont la vidéo à nous solliciter pour venir la visiter. C'est vraiment un très très bel endroit. Et le mot de l'architecte de la fin pour la ville de demain, la construction avec... Bien, je dirais que l'installation du vivant sur, contre ou à l'intérieur de l'architecture est un formidable outil de création et que contrairement à ce que l'on peut croire, c'est pas du tout congestionnant ou gênant, mais ça permet de déployer, de développer d'autres manières de penser la ville, d'autres manières de penser l'architecture et d'autres manières de penser notre rapport au vivant d'une manière plus proche et avec des enjeux de pérennité qui sont vraiment différents de ceux de l'architecture. Et donc vous, je suppose qu'il va falloir mobiliser encore plus les collectivités territoriales, les architectes, les citoyens autour de cette mobilisation pour les oiseaux. Voilà, donc tous les acteurs qui peuvent travailler sur des projets d'aménagement urbain. Le vivant, il ne doit plus être une variable d'ajustement, mais une des lignes directrices des projets. Et c'est possible. Pour cela, il faut anticiper. Et quand on anticipe, ce n'est plus une contrainte, en fait, parce que ça va dessiner, en fait, le projet. Donc, vraiment, n'hésitez pas à intégrer la biodiversité dès le départ, dès la conception de votre projet. Et ainsi, vous pourrez aussi bénéficier des services écosystémiques qui sont rendus par les écosystèmes. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'était rapide mais instructif. Donc ne faisons pas des risques ou de la biodiversité une contrainte. Nous, on ne le fait pas dans nos projets. Certains élus ne le font pas non plus. Donc on sait qu'on peut avancer ensemble pour les enfants, effectivement, demain. Merci à vous. Merci.